Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Donc nous sommes le 21, toujours le 21 octobre 2018 et je continue ma lecture voilà, c'est la troisième partie, philosophie de la culture et de la paix. Donc je commence à lire et je digresse, ou je dégraisse. Pour ce qui est de l'UNESCO, en même temps que la réduction de ses moyens financiers, quel euphémisme que l'expression budget de croissance nominale zéro. Bon, ça, je pense que je l'avais vu. Voilà. Était imposé par quelques pays puissants à une majorité hétéroclite, se sentant menacée, résignée malgré elle et docile. On étouffait subrepticement son rôle de conscience des Nations Unies et de l'humanité proclamé par Nehru en 1956. On a prétendu faire taire une grande et influente organisation politique et la convertir en une agence technique spécialisée dans l'éducation de base et l'alphabétisation des pays sous-développés pour qu'ils le demeurent. On parle de l'UNESCO. Les maîtres, et donc c'est quand même très... c'est percutant, quoi. Spécialisés dans l'éducation de base de l'alphabétisation des pays sous-développés pour qu'ils le demeurent. J'ai pas cherché encore qui était ce Federico Mayor. Je suis désolé, j'aurais dû... c'était une base, ça. Est-ce qu'on l'aurait ici? Non. Bon, c'est pas grave. Les maîtres des pays les moins avancés économiquement connaissent très bien l'éducation nécessaire à chaque moment historique au sein de l'éducation pour tous tout au long de la vie, selon la décision unanime de tous les secteurs, publics et privés, pour toutes les modalités éducatives prises pendant la conférence mondiale de Jomtien, Thaïlande, de mars 1990. Plusieurs transferts de responsabilités me paraissent inacceptables à l'heure actuelle. Les gouvernants s'abritent derrière le marché pour excuser la non-réalisation ou la dérive de leurs programmes électoraux. Les familles délèguent aux écoles les devoirs éducatifs essentiels qui leur incombent. Et certains enseignants se réfugient dans les techniques éducatives pour se soustraire à l'exercice de leurs fonctions pédagogiques. Le résultat est l'uniformisation culturelle, la passivité intellectuelle, l'incapacité à l'argumentation et au dissensus, la soumission spirituelle. Dissensus, ça doit être l'opposé de consensus, à mon sens. L'autoritarisme et le silence. En un mot, l'avelissement de la démocratie authentique. Rendre veule la démocratie authentique, exactement. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. En un mot, et donc l'impunité dans tout l'espace supranational, dans lequel seuls apparaissent de temps en temps les puissants trusts d'entreprises ou d'État. L'impunité dans tout l'espace supranational. Et c'est ça qui est à l'origine du drame dans lequel nous vivons. C'est pas qu'il existe le supranational, parce qu'il faut y monter. Il faut qu'on arrive à l'universalisation absolue. C'est pas il faut, c'est on doit y aller. Le mécanisme de l'évolution
condamne l'humanité à aller vers sa perfection universelle. Donc on doit y aller. Mais cet espace supranational aurait dû, il n'a pas été, devra donc être totalement encadré, cadré, normé, bloqué par des lois extrêmement solides et qui ne sont pas à construire au moment où les choses se font, mais qui auraient dû être anticipées. Ça n'a pas été le cas. Donc les boîtes multinationales profitent du manque de lois majeur pour abuser l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça sans doute que les États-Unis ont laissé passer ce genre de choses, pour renforcer l'empire américain, avec les grosses sociétés du type Facebook, etc. Et les Occidentaux, les Européens, ont laissé couler tout ça, en pensant que tant que c'est l'Occident, ça va, parce que c'est les amis américains. Sauf que ça ne marche plus comme ça. C'est les amis parce que ça se présente comme ça, mais ça peut très vite changer, en fait. On voit bien comment ça se... Comment les alliances s'organisent. Pour l'instant, c'est encore ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est au maléfice, parce que c'est au bénéfice, mais à l'inverse, c'est au maléfice de l'ensemble de la planète. Que ces boîtes supranationales, que le système supranational ne soit pas encadré, n'ait pas été encadré dès le début. La paix, nous sommes sur l'idée de la paix. Hein. Donc, le travail est sur la paix. Et c'est évident que ce système supranational empêche vraiment le supranational pacifique d'émerger, en réalité. La paix, comme la liberté, comme la justice, comme l'amour, ne se donne ni ne s'octroie. Elle se bâtit. Alors là, c'est très intéressant parce que j'ai compris la même chose, et comme quoi je suis vraiment bête et qu'il me faut beaucoup de temps pour capter les choses, parce que à mon âge, je viens juste de comprendre qu'on ne naît pas homme, mais qu'on le devient, qu'on se construit en tant qu'homme, grâce au courage, à la volonté, à l'effort, etc. Au courage surtout. Et ça, je ne l'avais pas compris toute mon existence. On ne me l'a pas dit. C'est quelque chose qu'on devrait enseigner très tôt à un enfant. Tu n'es pas un homme, tu deviendras un homme, mon fils. Et voilà, avec la culture, j'aurais pu le savoir. J'aurais pu le savoir si j'avais été au contact de mon père. Sauf que j'ai été isolé très tôt de sa vue. Donc, je n'ai pas pu comprendre. Sauf que j'ai été perturbé très tôt par une mère qui m'a totalement affolé, qui m'a totalement empêché de me concentrer, de comprendre ce qui se passait, de comprendre le sens de l'existence. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On ne comprend pas. Et voilà, on comprend très tard, en fait. La paix se bâtit pierre après pierre, chaque jour, partout. C'est la même chose. En chacun d'entre nous, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos pays, nos continents.
Mais nous, au lieu de préparer la paix, de nous préparer pour la paix, nous continuons de préparer la guerre en obéissant aux vieilles et pervers adages romains. C'est là où c'est intéressant, parce qu'il ose parler de pervers adages. Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Vieil adage pervers, évidemment. Parce que tant que tout le monde fait ça, ça marche. Ça satisfait tous les guerriers qui ne veulent pas lâcher leurs armes pour prendre l'habit du spirituel ou d'autre chose, ou du jardinier. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent l'aventure. Donc eux, ils ne lâcheront pas. C'est pas eux. C'est pas eux d'ailleurs. Ils ont raison de ne pas lâcher, c'est leur nature. C'est comme l'aristocrate selon Nietzsche. Ben oui, il a raison. L'aristocrate, il suit son truc. Sauf que Nietzsche se gourre en valorisant les aristocrates, parce qu'il aurait ravagé si c'était un système aristocrate. Ils n'auraient pas un Nietzsche fragile, faible, sensible, il le virait direct. Donc c'est une mauvaise vue. Nietzsche aurait dû militer pour son camp, pour les sensibles. Donc il aurait milité pour la spiritualité, en disant oui, ben c'est bien que l'humanité évolue vers la douceur, vers le spirituel, vers le religieux. Et c'est ainsi que s'investissent des milliards de dollars des États-Unis d'Amérique, plus de 800 milliards pour la seule année 98. On est à plus, on est dans ces zones-là, 800 milliards pour les armes. C'est hallucinant. Comment une société humaine peut accepter ça? Il faut vraiment que les médias, que les journalistes aient été corrompus jusqu'à la moelle pour qu'ils puissent dire, ne rien dire, quoi. Laisser couler tout ça. 800 milliards, mais 800 milliards, si simplement ce budget, on le balançait dans l'humanité pour faire évoluer les choses, l'éducation, la santé, les relations humaines, la paix, ça suffirait largement, mais largement. Dans l'arsenal militaire pour assurer la protection des frontières, alors que se fragilise la protection des enfants, des femmes et des hommes, de l'air qu'ils respirent, de l'eau qu'ils boivent, de la terre qui les nourrit. C'est incroyable, il avait compris tout ça déjà. Presque tout est consacré à garantir la souveraineté nationale. Presque rien pour la sauvegarde de la souveraineté personnelle. Pourtant, les recommandations existent en abondance. Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais citer quelques exemples récents. La Déclaration des principes sur la tolérance. Assemblée générale des Nations unies, 16 novembre 1995. La Déclaration et programme d'action pour une culture de la paix. Assemblée générale des Nations unies, octobre 1999. La Déclaration de Madrid, rencontre internationale sur la culture de la paix. Madrid, décembre 2000. La résolution sur la décennie internationale d'une culture de la paix et de la non-violence pour les enfants du monde. Assemblée générale des Nations unies, 1998. Il y en a eu des assemblées et des petits fours et des petites soirées et des relations qui se nouent. S'il participait à ça, et si, quand il écrivait cette préface, il était dans sa villa somptueuse ou je sais pas quoi, eh ben, c'est pas juste.
Alors on comprend que chacun, quand il ne peut pas faire grand-chose, quand il est dans le moule, il doit se taire parce qu'il a des exigences, il faut qu'il paye son loyer, c'est ci, c'est ça, entretenir sa femme, ses enfants. Mais c'est une catastrophe, en fait, de ne pas nous éduquer au courage, nous éduquer à refuser systématiquement l'expérience de 1000 grammes avec les pauvres, avec la guerre, avec ceux qui la subissent. Non, je ne vais pas à la guerre. Non, je refuse. C'est pas une guerre défensive, c'est une guerre offensive. Je ne vais pas aller me battre au Yémen, je ne vais pas me battre à tel endroit, je ne vais pas aller canarder ces populations, parce que c'est injuste. Voilà. C'est pas parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran se battent au Yémen, massacrent des personnes qui sont au milieu, parce que chacun a son camp propre, que c'est juste. Nous devons nous mobiliser pour que ces déclarations soient appliquées par ceux qui veulent les ignorer. Oui, il faut se battre. Nous devons rassembler les citoyens du monde dans une voie qui leur soit propre. Tisser ensemble une grande toile, les mailles d'un immense réseau, sans violence. Oui, mais il est en train de se faire. Mais avec fermeté et détermination. Se faire entendre des gouvernants et des décideurs. Mais il fallait le faire quand vous étiez au pouvoir. Et obtenir qu'ils nous écoutent et appliquent nos propositions. Alors, le problème, c'est que les révolutionnaires, les révoltés, les écorchés, ce sont des gens comme moi, qui viennent du peuple et qui n'ont pas de moyens et qui seraient dangereux s'ils avaient le pouvoir. Il faut le dire. Et ceux qui sont en droit d'avoir le pouvoir et ça risque rien, justement, ceux qui sortent de l'ENA, les élites, quoi. Ils sont tellement formatés qu'ils sont obligés de parler gentiment, de pas déborder. Donc, il faudrait presque que, à côté d'un énarque, à côté d'un Sciences Po-Arts, il y ait un mec du peuple, sensible, de la même sensibilité, qui soit à côté de lui, un prolétaire, qui lui donne des valeurs différentes, qui lui dit non mais, qui peut dire écorché, là c'est pas juste, là c'est injuste, etc. Ce mélange devrait être obligatoire au sein de l'élite. Chaque élite devrait avoir un mec du peuple à ses côtés. Pour agir, pour ne pas renoncer, nous devons rester motivés, indociles, humainement sur le qui-vive. Ça, c'est intéressant. Indocile, ça a donné sans doute l'idée à quelqu'un qui a écrit un livre sur le fait d'être insoumis, même à ce groupe insoumis, de se révolter. On ne peut rien attendre, comme cela se passe aujourd'hui dans une Europe repue, de ceux qui sont installés, satisfaits et assoupis. Pour passer de la culture de la force imposée à celle du dialogue ou de la concorde, il est nécessaire d'étayer cette dernière solidement et continuellement sur des fondements conceptuels. C'est ce qu'apportent les auteurs de ce livre, Philosophie de la culture de la paix, que j'ai l'honneur de préfacer. Patrice Vermeuren, excellent penseur, professeur, écrivain, unit une grande facilité d'exposition et de transmission à la rigueur de réflexion et d'analyse.
Anna Isabelle Préra Flores apporte une vision politique multiculturelle et planétaire et une vaste expérience dans l'approche et la médiation des conflits. Son parcours en faveur de la conciliation et de la non-violence est particulièrement remarquable. Grâce à leurs talents respectifs, ils parviennent à énoncer à travers ce livre les arguments si évidemment nécessaires et opportuns pour que les fils de la paix fassent partie, chaque fois en meilleure trame, du nouveau tissu social qui, en rendant la parole au peuple, permettra, comme en 1945, mais sans naufrage belliqueux et sanglant, de proclamer « Nous, peuple du monde, sommes décidés à léguer à nos enfants un futur parfaitement préservé pour qu'ils le combinent de justice, de paix et de sourire, pour qu'ils le comblent de justice, de paix et de sourire. » Federico Mayor, Madrid, juin 2000. Voilà. Voilà ce livre. Eh bien, j'arrête sur ce coup. Ça fait 20 minutes. À la prochaine.